présents nombreux aujourd'hui à cette matinée de la COP foncière. Je vais proposer à Catherine Sabat de nous rejoindre. Catherine Sabat est déléguée générale d'Idéal, qui est un institut d'études et de formation que soutient notamment la COP foncière et qui nous fait l'amitié et la fidélité d'animer chaque année cette matinée. Donc je te passe tout de suite la parole et je vous souhaite à tous une très bonne matinée d'échange. Bonjour à toutes et à tous. Donc, troisième matinée de la COP que j'ai l'honneur et la grande responsabilité d'animer. Donc, à chaque fois, il y a plus de monde. Hein, c'est très encourageant. Je retiens de ce qui vient d'être dit, les réflexions sur le foncier. Donc, moi, j'ai été copilote d'un groupe du CNR, du Conseil national de la refondation du logement, qui a eu le succès qu'on sait, c'est-à-dire aucun. Mais néanmoins, il y avait quand même des mesures sur le foncier qui, me semble-t-il, font leur chemin, tout doucement. Et évidemment, si on ne va pas regretter la loi logement, dans cette loi, dans ce texte, il y avait quand même des choses, quelques petites choses intéressantes sur le foncier. Donc ça veut dire que, voilà, même dans des positions, dans des partis politiques, je vais faire de la politique un petit peu, dont on ne s'attendrait pas à ça. Il y a des réflexions sur ce sujet-là. Alors, revenons à nos moutons du BRS. Donc, le BRS a 10 ans. Hein, donc, c'était un dispositif qui a été mis en place par la loi Allure. Audrey Linkenheld, qui l'a porté et défendu, sera là tout à l'heure. Peut-être est-elle déjà là pour nous raconter un peu tout ça. Et si je reprends la phrase de Cécile en introduction à l'invitation que vous avez reçue pour cette matinée, disait « Le BRS se développe vite, il s'installe dans notre paysage et donne matière à réflexion. Il nous permet de réinvestir la notion de commun, de questionner les vertus de la propriété, d'introduire des ambitions de solidarité dans le temps long. Il est subtilement disruptif et instille progressivement l'idée d'une autre approche de la fabrique de la ville. » Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans qu'on va essayer de décliner les unes après les autres avec différents intervenants et invités. Je voudrais juste rappeler, c'était un système sur lequel pas mal de gens avaient de grands doutes et d'autres les plus grands espoirs. Donc, un montage juridique qui autonomise les droits réels liés au sol et ceux liés au bâti. On a appelé ça dissociation foncier bâti, démembrement. Enfin, il y a plein d'appellations selon là où on est, selon comment on comprend le système. En tout cas, qui permet à un ménage d'acheter son logement moins cher que le prix du marché, à condition que ses ressources ne dépassent pas un certain niveau et à condition qu'il renonce à la plus-value à la sortie. C'est une manière un peu rapide et caricaturale de le dire, mais c'est aussi comme ça que beaucoup de gens l'entendent. Alors l'espoir, c'était de sortir durablement du système spéculatif sur le foncier et sur le bâti. Et puis la critique rapide aussi, pas une vraie propriété et les ménages français veulent être propriétaires, donc ça ne marchera jamais. Et puis aussi la question d'un opérateur supplémentaire, donc l'OFS dans la chaîne du logement, et donc un opérateur supplémentaire, ça veut dire une rémunération aussi supplémentaire. 10 ans après, nous avons un dispositif qui commence à être bien connu, mais qu'on analyse aussi dans une période de crise très grave. Donc aujourd'hui, le BRS, peut-être qu'il connaît des difficultés, peut-être qu'il connaît des grands succès, ça dépend où, ça dépend par qui il est porté, etc. Mais il faut garder en tête que ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont aussi des difficultés qu'on voit sur tous les autres segments de fabrication du logement. Et donc cette crise, évidemment qu'elle n'épargne pas le BRS, mais a contrario, on pourrait dire qu'il joue parfois un rôle contracyclique que le logement social a du mal à jouer désormais. Donc il s'en sort aussi plutôt bien. En termes de production, c'est des chiffres qu'on verra tout à l'heure, je crois, mais de ce que j'ai récupéré sur le site de l'organisme, de la Fédération des offices, des organismes, donc 1858 logements livrés, 7063 en cours de commercialisation, 7500 engagés, beaucoup de neufs, 93% de neufs, et puis 143 organismes fonciers solidaires agréés, avec, on le verra aussi, des formes très très variées. Pas encore de revente, ou alors disons, accident avant la livraison. Un intérêt grandissant de la part de toutes les familles d'opérateurs que j'imagine vous représentez ici, des élus, des ménages, et un succès, ben voilà, vous êtes là aussi pour le prouver. Donc,
quelques thèmes qu'on va aborder ce matin, je vous les propose en vrac. Donc en grandissant, c'est un système qui s'est déployé sous de nouvelles formes. Donc il y a autant d'OFS que de territoires, ou quasiment, des structures juridiques diverses, des redevances différentes. Est-ce que c'est un problème? On va le voir. Quel est l'avenir de ce système qui repose parfois sur des aides publiques d'une collectivité, donc de l'argent public qui finance de la propriété de ceux qui peuvent souscrire un crédit et pas du logement social? C'est une critique qu'on entend, je pense qu'il y aura des réponses. Que se passe-t-il en cas d'alternance politique? C'est une question qui est d'actualité. Peut-être est-ce que le système peut être menacé ou est-ce que même les opérations pourraient être menacées? La structure des OFS qui doivent s'engager sur plusieurs décennies, est-ce qu'elle n'est pas parfois un peu fragile? Que se passera-t-il dans 80 ans? On ne sera plus là pour voir, mais d'autres seront là. Le BRS est-il assez connu, assez bien compris? Il y a des avis partagés aussi qu'on va entendre. Et puis, si on veut être quand même plus optimiste que critique, est-ce qu'on peut imaginer, comme c'était peut-être l'ambition de départ, que la production massive de BRS parvienne à peser sur les prix environnants ou à créer un secteur qui serait entre le logement social et le logement libre et qui serait un segment de marché dans lequel des parcours résidentiels pourraient se développer de manière différente. Voilà, et puis question aussi le logement dans tout ça. Qu'est-ce qu'on fabrique comme type de logement? À Idéal, on s'intéresse beaucoup à la qualité du logement, donc c'est une question importante. Donc ça en fait beaucoup des questions que je vais poser aux invités de cette matinée. Donc une première table ronde avec des opérateurs qui sont... J'ai l'impression qu'il y a des gouttes d'eau qui tombent, qui sont des partenaires de la COP foncière. Et puis, deuxième table ronde avec des organismes de foncier solidaire. Et puis, une conclusion avec Audrey Linkenheld et Christian Chevet, qui est président de la COP. Donc, merci. Une petite vidéo pour commencer des témoignages d'élus. Et je vais demander pendant ce temps-là à Antoine Bourguignon, Florence Bruyère, Mathias Doquet-Chassin et Norbert Fanchon de me rejoindre. Merci. Chaville, c'est 20 000 habitants, on a 25% de logement social, donc c'est une ville où on a de la mixité sociale, et puis ça se passe plutôt bien. La ville de Plaisir est une ville de 31 000 habitants, un petit peu plus, qui est une ville très mixte, puisqu'elle a des zones pavillonnaires et des zones d'habitat plus collectif. Et ça me semble très important aussi dans les constructions de développer des logements sociaux pour avoir une mixité beaucoup plus importante. Ivry est une ville qui se définit comme une ville populaire, citoyenne et métissée. Sa proximité immédiate avec la capitale en fait une ville très attractive et donc qui oriente fortement la volonté municipale vers le fait de pouvoir, dans ce contexte, rester une ville populaire accessible au plus grand nombre. Effectivement, c'est innovant parce que ça permet de créer du logement abordable tout en offrant quelque chose de différent par rapport au logement social locatif qu'on a déjà à Chaville. Donc ça peut participer à développer le parcours résidentiel, donc d'une certaine manière assouplir la pression sur la demande de logement locatif social. C'est aussi une solution pérenne, donc ça c'est très intéressant. Oui, le BRS est un outil très intéressant parce qu'il permet la production d'un logement en accession à la propriété, mais abordable pour le plus grand nombre et surtout anti-spéculatif, c'est-à-dire qu'il permet au gré des reventes de rester durablement moins cher, ce qui est très important dans une ville comme la nôtre qui est soumise à des tensions très importantes du point de vue du marché de l'immobilier. Le BRS permet d'avoir des acquisitions 30%, voire 40% moins chères que la normale et que le marché. Et c'est vrai que ça nous paraissait intéressant parce que ça donnait envie à des personnes qui n'avaient même pas imaginé une seule seconde de pouvoir être propriétaires un jour et bien de le devenir. On attend déjà une démarche environnementale extrêmement poussée. On demande aussi une démarche qui permet la participation citoyenne, c'est-à-dire les concertations avec les riverains, avec des associations. Et puis également, on cherche des innovations en termes de montage juridique. C'est-à-dire qu'effectivement, sortir un peu du modèle de la promotion classique
et du locatif social et de développer des solutions nouvelles qui viennent finalement compléter cette offre qu'on a sur Chaville. Nous, l'équilibre économique, c'est pas notre sujet au niveau d'une ville. C'est pas ça qui nous fait construire ou pas construire. Ce qui nous importe à nous, c'est de trouver des équilibres au niveau des territoires, au niveau des quartiers. Nous, ce qu'on attend de tous nos partenaires en matière d'aménagement de la ville, qu'ils soient OFS, aménageurs, promoteurs ou bailleurs, c'est finalement qu'ils participent à notre ambition de vouloir construire du logement abordable. Ça permet en fait de donner accès à la propriété à certaines personnes qui autrement ne pourraient pas accéder à la propriété, tout en luttant contre la spéculation immobilière, qui est quand même un fléau contre lequel on doit lutter et qui entrave en fait les élus dans la réponse citoyenne qui est d'avoir des logements abordables. C'est vrai que le BRS est un outil relativement nouveau aujourd'hui, aussi bien pour les techniciens des administrations communales que pour les porteurs de projets, promoteurs, architectes, etc. Donc c'est vrai qu'avoir un outil comme la COP foncière qui connaît le BRS sur le bout des doigts et qui le porte dans le débat public, c'est vraiment utile et important pour nous. C'est une idée supplémentaire, c'est quelque chose de nouveau. Il faudra peut-être voir l'impact. On n'a pas suffisamment de recul pour voir quelle est la satisfaction de la clientèle, on va dire, qui rentre dans ces programmes-là. Donc, avec impatience, j'attends ces retours-là. Mais en soi, ça me paraît intéressant. Alors, je vous ai présenté, non, je ne vous ai pas présenté nos invités. Autour de moi, des opérateurs qui fabriquent du BRS. Donc, Antoine Bourguignon, responsable de l'unité projet immobilier de la Société Grand Paris. Société des grands projets maintenant. Société des grands projets depuis le mois de décembre, oui. Ça a changé de nom. Florence Bruyère, directrice générale de Éco-Urbain, donc qui est la SEM d'aménagement de Colombes. Merci. Mathias Doquet-Chassin, qui est directeur général de la SADEV 94. Et puis Norbert Fanchon, président du directoire du groupe Gambetta, qui est sociétaire de la COP foncière, il faut le dire aussi. Donc vous montez tous des opérations en BRS, donc chacun dans des territoires très différents et aussi dans des structures différentes. Pour Gambetta, c'est un produit nouveau, malgré le fait que ça fait 10 ans qu'il existe. À la SADEV 94, vous me disiez que vous traduisiez la volonté politique des élus, des collectivités, pour un parcours résidentiel plus mixte et plus varié. À la SGP, vous devenez copromoteur en plus d'être aménageur des terrains. Donc, vous avez aussi une ambition un peu différente, vous nous en parlerez. Et puis à Colombes, vous êtes aussi confronté à une situation particulière d'augmentation forte des prix. Et donc, le BRS est une réponse. Donc, je voudrais vous demander à chacun... Vous montez des opérations, pourquoi? Il y a eu des réponses là, c'est-à-dire réponses politiques, réponses économiques, etc. Est-ce que c'est un engagement politique? Est-ce que c'est un segment obligé dans les servitudes de mixité sociale? Est-ce que c'est la possibilité de vendre des terrains même quand les promoteurs ne peuvent plus les acheter? Est-ce que c'est la possibilité de faire sortir des projets alors qu'en locatif social, les maires n'en veulent pas? Et est-ce que ça sert à déplanter les opérations? Voilà, je vous ai donné plein de pistes, donc je ne sais pas qui veut commencer à répondre. Je commence. Bonjour, donc effectivement, Éco-Urbain, c'est un aménageur qui intervient quasi exclusivement sur la ville de Colombes et qui s'élargit un petit peu sur le territoire Boucle Nord de Seine. Aujourd'hui, on a plusieurs types d'opérations BRS à l'échelle de la ville. Il y en a en ZAC et puis il y en a dans le diffus. C'est à la fois et avant tout une volonté politique de voir ce type de produit se développer avec plusieurs objectifs, venir affiner le maillage dans un parcours résidentiel où l'écart est de plus en plus important entre le marché locatif et l'accession. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, Colombes, c'est un marché extrêmement tendu, extrêmement spéculatif. Donc, comment on sort du locatif privé ou social pour accéder à la propriété? Vous n'avez pas de prix maîtrisé? Non, il n'y a pas de prix maîtrisé. Il y a une tentative de charte, mais compliquée à faire appliquer parce que le prix d'acquisition du foncier est extrêmement cher.
Donc les prix de sortie, aujourd'hui à Colombes, on est entre 6 et 7 000 euros du mètre. Donc quand on est un jeune couple de fonctionnaires, on ne peut pas acheter à Colombes. Donc le type de produit comme le BRS est fondamental. Un des objectifs des élus, c'était aussi de réussir à faire sortir une partie des locataires du parc social. Ça, c'est plus difficile. La marche, elle est un peu haute parce que le BRS à Colombes, on est aujourd'hui autour de 4 000 euros, 4 500 euros du mètre. C'est des opérations qui n'ont pas forcément été montées initialement en BRS. Voilà. Donc ça aussi, ça se ressent dans le prix. Quand on arrive à le faire très en amont, on n'est plus maître des prix sortis. Nous, par exemple, sur une ZAC, on a remplacé un programme locatif social en PLS par du BRS. Pourquoi les élus ont voulu ça? Parce que le PLS correspond assez peu aux demandeurs de logement sur la ville. Il y a 6 000 familles en attente d'un logement sur Colombes. Et ils préféraient venir mailler plus finement ce que je disais, le parcours résidentiel, plutôt que finalement avoir du logement locatif social qui allait être compliqué à attribuer. Ok, Voilà, une première réponse. Partie de réponse. Alors, Norbert. Merci. Nous, on considère que c'est un produit désiré et désirable. Désiré parce qu'effectivement, on est une coopérative HLM, le groupe Gambetta, et donc on veut faire de l'accession à la propriété. Le problème de faire du logement abordable, ça fait 20 ans qu'on se le pose, au moins depuis la sortie de la crise de 96. Et donc, je sais qu'on fête les 10 ans de la loi Allure. Et moi, ce que j'ai plutôt envie de fêter, c'est la TVA à 5,5 sur le BRS. Parce que c'est vrai que le BRS, alors c'est subtilement disruptif, si j'ai bien compris la formule. Mais le BRS, c'est très ancien. C'est les hospices de Lyon, c'est toute la ville de Londres. Donc, démembrer du foncier et du bâti, ça n'a rien d'original. Par contre, avoir une TVA à 5,5, oui. Démembrer du foncier et du bâti, ça a d'original dans ce cas-là qu'il est plafonné, et parce que les hospices de Lyon, ça n'a jamais empêché la spéculation, exactement, tout comme l'immobilier à Londres, par exemple. Exactement. Mais si on enlève la TVA à 5,5, il n'y a plus de BRS. Donc dans la question que tu posais tout à l'heure, qu'est-ce qui peut devenir demain? Surtout ne rien changer. On ne va pas aller tout de suite à la question non, finale. Voilà. Mais la TVA à 5,5, c'est le point fondamental du dispositif, et c'est ça, nous, qui nous a excités, qui nous a enthousiasmés à aller dans ce dispositif. Et désirable, parce que quand aujourd'hui on fait un lancement commercial, que ce soit en Ile-de-France ou en province, sur un lancement commercial classique, sur un produit classique aujourd'hui, je ne vous aurais pas dit la même chose il y a 2 ans, on a 30, 40 demandes, donc c'est des clients qui se renseignent. En BRS, on est 10 fois plus, on est à 300, 400 personnes qui veulent un logement, qui se portent candidats pour acheter un logement. Notre difficulté, c'est de segmenter, c'est de faire passer ces 300 personnes à ce qu'ils comprennent bien le dispositif, que effectivement, c'est pas pour louer, c'est pas pour revendre, c'est pas pour faire de la spéculation. Mais on voit bien que c'est désirable par les clients aujourd'hui. Donc c'est ça qui nous pousse, nous, le groupe Gambetta, à faire du BRS, désiré, désirable. Et à votre avis, il est désirable ou désiré essentiellement pour une question de prix ou pour la possibilité d'accéder à la propriété, ce qui n'est pas forcément très différent, mais quand même. Alors après, là, on est dans de la conviction personnelle. Pour moi, l'accession à la propriété reste un désir profond des Français. Alors, c'est peut-être pas partagé par tous, mais voilà, je crois que c'est cette vraie conviction-là. Et aujourd'hui, quand on veut devenir propriétaire d'un appartement en Ile-de-France, effectivement, il n'y a pas beaucoup de solutions. Il y a les prix maîtrisés, mais on est en quantité limitée. Le BRS, c'est quand même la vraie opportunité, la vraie nouveauté. Et j'espère qu'effectivement, ça va devenir un produit de masse parce que les Français ont envie, en tout cas les Franciliens, ont besoin de ce produit. Merci. Mathias? Même question, je suppose. En fait, pour nous, c'est principalement la réponse à une demande politique. Demande politique, elle n'est pas récente. C'est comment on arrive à produire du logement à prix maîtrisé en Ile-de-France sur des territoires qui sont extrêmement tendus. Il y avait déjà des réponses à ça, en réalité, puisque nombreuses villes sur lesquelles on intervient, sur lesquelles il y a des chartes promoteurs qui existent, donc on a déjà des dispositifs de décote, en réalité, pour produire du logement à un prix inférieur à celui du marché, puisqu'on allait jusqu'à quasiment 30% sur une partie des programmes. Ça, c'est des choses qui sont assez anciennes. Ça fait 15 ans ou 20 ans quasiment qu'on les met en œuvre. Mais 30% avec des chartes.
Alors, les chartes s'appliquent sur la totalité des charges foncières, mais il y a une partie de prix très maîtrisée, une partie maîtrisée et après une partie de non libre. Mais il y a quasiment 30% des programmes qui étaient effectivement dédiés à des prix très maîtrisés ou maîtrisés. Le problème, parce que ça c'est des dispositifs qui ont été mis en place il y a longtemps, c'est qu'on a le retour d'expérience, c'est-à-dire qu'il y a eu des reventes depuis. Et en fait, on s'est aperçu que toutes les clauses antispéculatives qu'on pouvait mettre dans ces chartes, en réalité, elles sont quasiment inapplicables. C'est le gros écueil de ça. Donc on a répondu ponctuellement à la demande politique, mais 15 ans après, en fait, on n'y a pas répondu parce que c'est des logements qui sont repartis sur le marché et avec une captation de la plus-value par les acquéreurs qui fondamentalement a été financé par de l'argent public. Le BRS, donc, pour le coup, c'est une vraie réponse à ça parce que effectivement, l'idée du démembrement, elle n'est pas si récente que ça. On s'aperçoit que ça arrive même dans l'industrie maintenant, d'ailleurs. Donc, c'est un mécanisme qui fonctionne plutôt assez bien. Mais une de ses grosses qualités, même si encore, vous l'avez dit, on a peu de sujets de revente encore, donc on n'a pas le retour d'expérience, c'est qu'il n'y a pas de captation de cette plus-value latente du logement. Alors, ça peut avoir un effet déceptif pour les acquéreurs. Ça, c'est je pense, la vraie difficulté, mais ça, c'est plus les professionnels qui nous le diront, d'expliquer ça, parce que je suis d'accord pour dire que la grande majorité de la population souhaite acquérir, mais une grande majorité de la population a aussi dans son imaginaire, à partir du moment où j'arrive à devenir propriétaire, j'ai une plus-value latente à la sortie. On sait que le BRS l'empêche, et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Par contre, si on répond à cette demande politique, il faut qu'elle soit formalisée. Aujourd'hui, nous, c'est la latence de l'aménagement. C'est un métier très très long, trop long parfois. Donc, ce que l'on réalise aujourd'hui, c'est des programmations qui ont été faites il y a 10 ans, 15 ans parfois. L'aménagement est un processus très très long, à un moment où le BRS n'existait pas. Donc, de toute façon, dans nos bilans et dans notre programmation, on n'avait pas de BRS. Donc, c'est comment on amène à faire formuler la demande politique, de transformer une partie de la programmation résidentielle de nos opérations pour créer ce BRS-là. Et là, pour le coup, je pense qu'il y a un vrai travail d'acculturation sur le BRS, dont je perçois qu'il n'est pas encore complètement fait. Et dans vos bilans, donc quand ça n'a pas été fait suffisamment en amont, vous arrivez quand même à le faire entrer ? Alors ça, c'est une très bonne question, parce que en réalité, on s'aperçoit que la réalité économique du BRS, elle est à géométrie très variable. Parce que avec le jeu de la redevance, effectivement, nous, on est assez basique, on a des bilans d'aménagement à tenir, on vend des charges foncières. En général, le BRS a plutôt tendance à venir en substitution de résidentiel pur et pas en substitution de locatif social. On arrive à maintenir l'économie, en fait, c'est-à-dire être peu ou prou dans les mêmes charges foncières que le logement en accession. Très honnêtement, la crise immobilière sert la cause du BRS, puisque aujourd'hui, y compris les prix du marché se sont repassés quasiment parfois en dessous des chartes promoteurs qu'on avait signées. Mais c'est pas le cas partout. C'est ça qui est assez étonnant, c'est que quand on reprogramme le BRS, on a besoin d'un temps pour voir si c'est faisable ou pas faisable. C'est pour ça que faire la promesse directement de dire oui, c'est reprogrammé en BRS, c'est pas tout à fait le cas. On a besoin de confronter l'économie du projet à celle du bilan d'aménagement. Merci. Alors Antoine Bourguignon, donc la SGP, je prends les quartiers de gare, parce que c'est plus simple, 68 gares, dont un bon paquet qui sont à des carrefours de quartiers en QPV, et avec déjà beaucoup de logements sociaux. Donc le BRS vient compléter le parcours résidentiel, remplacer du logement social qu'on ne veut plus faire. C'est quoi l'idée ? Alors, remplacer le logement social qu'on ne veut plus faire, pas exactement, on veut toujours faire du logement social. Donc c'est vrai que la Société des grands projets, vous en avez un exemple à la gare Lucie-Aubrac, c'est le maître d'ouvrage en charge de réaliser le nouveau réseau de transport, et on n'est pas aménageur. On n'est pas aménageur, je tiens à le préciser pour nos collègues aménageurs, on est simplement un établissement public qui a acquis beaucoup de foncier
pour réaliser cette nouvelle infrastructure de transport, et du foncier qui ne sera pas 100% nécessaire à l'exploitation du futur réseau. On avait besoin d'emprise de chantier, par exemple. Et donc, on s'est posé la question de savoir ce qu'on pourrait faire sur ce reliquat foncier à l'issue des travaux du Grand Paris Express. 48 villes pourront accueillir l'un de nos projets immobiliers sur les 80 qui sont traversés par le réseau. 8000 logements à produire dans ces quartiers de gare. Alors, c'est pas beaucoup à l'échelle d'aménageurs, comme par exemple la SADEV, mais ces fonciers sont bien placés. Ils sont placés à proximité du réseau de transport. Et évidemment, on apporte une attention très particulière à la programmation de ces 8000 logements. Alors, cette introduction étant passée, la SGP, établissement public, la première phrase de la loi dit que le Grand Paris Express, c'est un projet urbain, économique et social. Donc, nous, on s'attache, dans la programmation de nos projets, à faire du mieux possible pour les quartiers. 68 quartiers de gare, 42 d'entre eux sont en intersection avec un quartier prioritaire de la ville. On a des quartiers où on a énormément de logements sociaux, parfois plus de 80% de logements sociaux dans un quartier de gare. Alors, rajouter du logement social à ces endroits-là, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Mais pour autant, quelle promesse fait-on à nos concitoyens? Il s'agit tout de même de continuer à produire du logement abordable. Le BRS, pour nous, c'est très intéressant. Comme je l'entendais tout à l'heure, ça nous permet d'envisager de libérer de la place dans le logement locatif tout en assurant une poursuite du parcours résidentiel. Alors certes, c'est une propriété différente, mais c'est une promesse d'épargne aussi pour les gens. Alors ils n'ont pas la plus-value, mais une espérance de plus-value sur le logement, c'est finalement quelque chose d'assez récent. Ça a 30, 40 ans, ça va de pair avec la financiarisation du logement. Mais nous, ce qui nous intéresse dans le dispositif du BRS, c'est le plus par rapport à du logement social et d'accroître le parcours résidentiel. Et je reviendrai sur quelque chose que disait la maire de Plaisir tout à l'heure, qu'on a entendu dans la petite vidéo, sur l'aspect économique. Moi, je suis convaincu que l'aspect économique est important. Il est important parce que chacun des opérateurs doit y trouver son compte. Le BRS, ça ne doit pas être une vente des fonciers pour les opérateurs à vil prix, mais ça doit être aussi la promesse d'un prix garanti dans le temps pour les futurs acquéreurs. Donc, je pense qu'on est à ce moment du développement du BRS où chacun doit travailler à tenir les équilibres économiques des uns et des autres. Il y aura forcément des concessions et des compromis, mais si on veut que ça se massifie, que ça tienne ses promesses, c'est une des conditions qui sont très importantes à mon sens. Et j'ai une idée là-dessus, on en reparlera tout à l'heure. Oui, merci. Les propos de la maire étaient un peu étonnants en disant qu'elle n'était pas très concernée par l'équilibre économique. Je pense que si. C'est son rôle. Et les élus doivent l'être aussi, à mon avis. On a un peu abordé la question, mais est-ce que vous avez l'impression, et vous m'en aviez parlé, est-ce que vous avez l'impression que le dispositif est assez bien connu? Il y a 10 ans maintenant, il a évolué parce qu'il répond à des situations qu'on n'avait peut-être pas imaginées au départ. Est-ce que du côté des notaires, du côté des élus, du côté de tous les opérateurs, et des acquéreurs bien sûr, vous avez l'impression que ça y est, c'est rentré dans les têtes ou pas vraiment encore? Non. Clairement, non. Déjà, je l'ai dit un peu tout à l'heure, je pense que le mécanisme n'est pas forcément bien appréhendé par tous les élus. Encore une fois, je réinsiste, ça part quand même. Nous, on peut le proposer, mais ça part le plus souvent d'une demande des élus. Le SADEV, on intervient sur tout le territoire du Val-de-Marne et aussi dans les Hauts-de-Seine et dans le Val d'Oise un peu. Donc, on voit bien que on n'a pas forcément ces échanges-là, et les élus, quand on leur pose la question, ils disent oui, pourquoi pas, mais en fait, je connais assez mal le dispositif. C'est pas vrai partout. Il y a des élus qui le maîtrisent très très bien. Je parle évidemment en moyenne. J'ai été très étonné, vous l'avez dit, aujourd'hui, on a une production qui est relativement faible. Si je prends 2022, on a fait à peu près 1500 logements. On a 84 logements en BRS. C'est relativement, depuis la première promesse date, c'est celle de Bagneux qui a effectivement été un peu dure à accoucher, mais les deux autres datent de 2022, donc c'est très très récent. Très étonné aussi de voir, alors je crois qu'il y en a quelques-uns parmi nous, juste la mise en œuvre de la mécanique notariale sur ces actes-là. Bizarrement, c'était pas complètement évident. De dire aux collectivités, oui, mais il va quand même falloir que vous garantissiez des emprunts, des conditions suspensives tout à fait normales, mais qui apparaissent. Il y a toute une mécanique, alors qui va se mettre en place
très rapidement, tout le monde va s'acculturer, mais je pense qu'il y a un vrai travail de formation à faire là-dessus et d'information. Nous, on est en train de le lancer d'ailleurs avec la participation de la COP, justement, pour acculturer que ce soit les aménageurs, que ce soit les élus et toute la chaîne de production. Parce que je pense que c'est un dispositif, de mon point de vue, très intelligent, mais insuffisamment communiqué encore pour le moment. Et il gagnerait vraiment à être plus approfondi pour qu'on puisse le déployer plus massivement. Norbert, vous parliez des acquéreurs, vous disiez il y a beaucoup plus de personnes intéressées en ce moment par le BRS, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas de difficulté à comprendre ce qui se passe. Et après tout, quand on se lance dans un projet immobilier, c'est jamais simple, de toute façon. Donc, est-ce que c'est vraiment plus compliqué et est-ce que c'est bien expliqué aux acquéreurs et aux autres partenaires que vous pouvez avoir à fréquenter? Je me permets de rebondir sur ce que vient de dire Mathias, où en fait le logement c'est politique. Alors, on l'oublie malheureusement dans les élections nationales, mais dans les élections locales, le logement c'est politique. Et moi je suis plutôt positif dans le sens où je trouve que les élus comprennent bien le dispositif, mais ils en font un sujet politique. Les maires de droite ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas de plus-value. Donc ça leur pose un problème. Et les maires de gauche considèrent qu'il faudrait que la redevance soit à 0,10, 0,20 centimes parce que sinon c'est pas bien et c'est de la spoliation. La vérité, elle est bien souvent entre les deux. Mais c'est notre boulot aussi d'opérateur d'avoir C'est aussi caricatural que ça. Pardon ? C'est aussi caricatural que ça. Oui, il faut l'être. Mais on a eu au début ces sujets-là, effectivement. Ça va un peu mieux. Alors, je précise que mon expérience n'est pas basée que sur l'Île-de-France et qu'on fait du BRS à Lyon, à Cannes et à Nantes. Donc ça permet aussi d'avoir cette vision-là. Et j'ai entendu Nord dans la salle, je vous assure que c'est ce qu'on a entendu. Pour revenir sur la question par rapport à nos clients, je pense que les notaires au début, effectivement, n'ont pas bien compris le dispositif. Ou en tout cas, c'est parti de Paris et les notaires provinciaux ont eu du mal à se mettre à ce dispositif. Mais après, on a un rôle très pédagogique. Notre difficulté, et elle est encore là aujourd'hui, c'est le financement des clients. Le client comprend très bien qu'il achète, une fois que c'est expliqué, il y va et il s'engage sans problème. Et comme tu dis, l'accession à la propriété, c'est de toute manière compliqué. Par contre, pour les banques, quand ils ont un logiciel qui produit du crédit immobilier, qui fait 20-25% du marché, un logiciel qui est là pour faire du volume, quand vous leur dites, ça serait bien que tu fais 1 million de ventes là. Donc dans ce million de ventes, tu fais 250 000 crédits par an. Ça serait bien que pour faire 200 crédits par an, tu modifies la case sur justement l'absence de foncier, l'absence d'hypothèque sur le foncier pour nous faciliter le crédit. Et là, les plus gros réseaux nous ont dit au début non. Et heureusement que la Banque Postale nous a suivis dans un premier temps. Après, c'est les banques mutualistes, notamment les crédits mutuels qui sont venus. Mais notre vrai sujet aujourd'hui, c'est le financement des clients par les banques. Et donc, moins il y a de banques, moins il y a de concurrence et moins c'est attractif pour nos clients. Merci. Florence Bruyère, donc chez vous, vous disiez il y a un problème de prix, même pour le BRS. C'est que ça ou c'est aussi un problème d'information ou de bonne connaissance du sujet ? Alors, les élus ont assez bonne connaissance quand même du produit BRS. Ils ont commencé par adhérer à l'OFS avant de lancer la première opération. Donc, on va dire qu'ils ont fait les choses un peu dans l'ordre. Ils ont commencé par s'acculturer avec le produit. Aujourd'hui, c'est un produit qui est compliqué à expliquer aux acquéreurs. En tout cas, à Colombes, c'est assez compliqué. Et comme c'est une ville extrêmement spéculative, le côté non spéculatif, en fait, la question, c'est au bout de combien de temps je peux vendre pour refaire une plus-value ? Donc ça, c'est la première question. C'est peut-être pas la première, mais en tout cas, c'est une des questions qui est posée. C'est une des raisons aussi pour laquelle il n'y a pas d'accession à prix maîtrisé à Colombes, parce que justement, on ne sait pas gérer ce poste 10 ans et pourquoi une collectivité financerait une plus-value d'un propriétaire privé 10 ans après. Donc ça, c'est un choix. Une des difficultés, on n'en a pas encore parlé, c'est parfois le montage. Alors, nous, on a du mal à faire des opérations en BRS en maîtrise d'ouvrage direct. Le foncier étant rare, il y a souvent
une copropriété. Donc, est-ce qu'on met du BRS avec du logement social? Est-ce qu'on met du BRS avec de l'accession? Comment va vivre la copropriété? On est obligé de se poser les questions encore plus en amont, je trouve, parce que, j'en parlais une fois avec Cécile, en fait, ils n'ont pas envie d'être, les acquéreurs n'ont pas envie d'être associés aux locataires du logement social. Et en même temps, il ne faut pas les mettre en difficulté dans une copro où ils auront du mal finalement à participer aux frais de copro. Ça, c'est une chose. Et il y a le montage avec les promoteurs, qui n'est pas si simple. Pourquoi? Et ça bloque Pourquoi? Alors, parce qu'ils ne peuvent pas faire de VFA, et ils connaissent ça, ils voudraient que ce soit un montage un peu systématique. Ils ont du mal à aller... alors, je parle de Colombes, hein, c'est peut-être pas le cas sur d'autres territoires, mais sur de la copromotion avec un OFS, c'est quelque chose, pour l'instant, qui n'est pas dans leur spectre. Alors, ils nous traduisent ça par on n'a pas confiance et on ne sait pas quelle est la pérennité de l'opérateur. Enfin, vraiment, ils le mettent sur ce sujet-là. Je ne pense pas que c'est le sujet de fond, mais en tout cas, c'est le sujet officiel. Donc, des difficultés sur le montage, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les opérations, elles ont plutôt lieu dans des secteurs où l'intervention publique est quand même assez présente. C'est pas un montage qui se fait assez naturellement. Merci. Même question. Même question, et je vais rebondir sur la copromotion parce que j'ai un exemple très présent à l'esprit, et rebondir aussi sur ce que disait Mathias. Je pense qu'il y a une pédagogie à faire, certes, pour les acquéreurs, mais il y a aussi une pédagogie à faire pour les opérateurs. La SGP a pris la décision de participer à ces projets. Alors on appelle ça de la copromotion avec des promoteurs ou avec des bailleurs sociaux d'ailleurs, mais on a décidé de participer au projet pour s'assurer de la qualité de ce qui serait produit et aussi pour l'intérêt financier que ça représente pour nous. Ce sont toujours les deux jambes de notre action. Des politiques publiques, la qualité et aussi une dette importante contractée pour la réalisation de l'infrastructure de transport à rembourser. Dans le cadre des consultations qu'on lance, où on demande à des promoteurs de nous faire des propositions pour des montages en BRS, on peut avoir autant de propositions de montage en BRS qu'on a de promoteurs consultés. Et donc, la plupart du temps d'ailleurs, ça tombe un petit peu à côté de la plaque et on se rend compte qu'ils n'ont pas tout à fait bien compris de quoi on était en train de parler. Mais quand vous dites autant de montages, c'est-à-dire c'est quoi les différents types de montages qu'ils vous proposent et qui prouvent que peut-être ils n'ont pas compris? Des montages en VFA, des montages où le démembrement n'est pas bien compris. Donc il y a quelque chose qui s'articule avec une absence d'anticipation de comment vivra la copropriété derrière. Donc en fait, des vraies questions de pur montage juridique, économique, mais aussi quelque part social des projets, où derrière, en voyant les copies, on se demande comment ça va vivre. Donc il y a une certaine forme d'absence d'expérience des opérateurs sur ces sujets, et ce serait peut-être utile que les établissements publics, les OFS, partagent de façon publique leur retour d'expérience pour qu'il y ait une sorte de gain en capitalisation sur ce qui est monté. Ils vont le faire après. Voilà, je pense aux actes, je pense au montage des copropriétés, je pense à ce type de choses-là, pour que ça navigue un petit peu moins à vue. D'accord. Alors, on l'a évoqué tout au long de cette conversation, parce qu'en fait, tout est très, très imbriqué. Il y a donc différentes formes de montage, vous venez de l'évoquer. Comment est-ce que vous souhaiteriez faire évoluer, ou voir plutôt évoluer ce modèle, et le faire évoluer peut-être, parce que vous en êtes aussi partie prenante? Est-ce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qui bloquent, des choses qu'on pourrait améliorer? Vous avez une idée? Oui, alors la première des choses, on parlait tout à l'heure de la TVA réduite. Je trouve que le BRS rentre souvent en compétition avec l'accession en TVA à 5,5. Vu la différentielle de prix entre acheter un appartement en TVA à 5,5 et acheter un appartement en BRS, les gens ne font pas forcément le chemin du démembrement quand ils ont déjà une belle ristourne, sachant que là, pour le coup, ils ont une plus-value latente à espérer au débouclage de l'opération en TVA réduite. Donc souvent, on voit qu'il y a une compétition locale entre BRS et TVA réduite. Et puis la
Deuxième chose, alors c'est peut-être pas une bonne idée. Donc il faut enlever la TVA 5,5 ? Alors, je dis pas qu'il faut enlever la TVA à 105, mais je dis que ça se regarde quand même. Je dis que ça se regarde quand même quand on veut faire ce type de projet-là, de ne pas mettre en compétition les deux produits. Donc chaque dispositif a ses vertus. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut en supprimer un pour aller au bénéfice de l'autre. Donc ça voudrait dire que quand il y a le choix d'être propriétaire de manière classique et le BRS a une petite différence de prix, on va plutôt vers la propriété classique. Il y a une forte tentation quand même. Je vois mes collègues aménageurs opiner de la tête et le groupe Gambetta aussi, Norbert. Il y a une forte tentation. Et la deuxième idée, c'est sur le montage en lui-même. Alors c'est peut-être singulier aux réflexions que j'ai représentant la SGP, mais qui sont toutes personnelles. Mais les prix d'acquisition par les OFS sont variables. Les OFS sont à mobiliser des fonds propres pour acheter les terrains, à tirer sur des prêts Gaïa. La question qui peut être un peu disruptive, mais peut-être pour aller plus loin, c'est ont-ils réellement besoin d'acheter les fonciers quand les fonciers d'origine sont des fonciers publics ? Est-ce qu'un perfectionnement du BRS ne serait pas que les fonciers publics restent propriété de l'établissement public, de la collectivité, et que ces personnes publiques, à l'origine propriétaires des fonciers, restent récipiendaires du principal de la redevance, moyennant les frais de gestion de l'OFS. Alors, donc vous supprimez l'OFS ? C'est pas pour supprimer l'OFS, au contraire, c'est pour lui donner plus de capacité d'action. Mais donc il est quoi ? Lui, il serait locataire du terrain ? Il reste en fait le garant. Il reste le garant de l'ensemble du système, avec une mécanique où la propriété lui est quasi affectée à perpétuité. Ça nécessite sans doute une évolution législative. C'est pas forcément la meilleure idée du siècle. Je vous la soumets à la discussion. Mais parce que du coup, ça veut dire que ça rajouterait encore un intermédiaire. C'est-à-dire que, par exemple, vous, SGP, vous gardez vos terrains, vous les louez à un OFS qui gère le bâti qui est dessus. Et donc l'OFS vous verse une redevance. L'OFS capte la redevance, les 2,50 € dont on parlait tout à l'heure, garde ses frais et sa gestion, et le reste de la redevance part au propriétaire, mais c'est complètement transparent pour les acquéreurs. Dans le schéma ordinaire du fonctionnement du BRS, on ne rajoute pas un intermédiaire. C'est juste qu'en fait, l'OFS n'a pas à mobiliser de fonds propres ni de crédit quand il a affaire à un opérateur public en face. Bon, c'est une idée. Donc ça résoudrait la question des prêts, par exemple ? Ça pourrait contribuer à aligner les intérêts économiques, par exemple, des uns et des autres. Bon, on verra tout à l'heure ce qu'en pensent les organismes. D'autres réactions sur des évolutions? Oui, je vais réagir quand même à ces propos-là, parce que deux choses. On parlait de la TVA 5,5 et effectivement de la concurrence entre les produits. Je reste persuadé que ça fait partie du rôle de l'aménageur. On a une programmation qui est assez variée. Effectivement, si on s'amuse à mettre tout en même temps et à développer les programmes en BRS en même temps que ceux qui sont commercialisés en TVA 5,5, oui, au bout d'un moment, vous avez des projets qui vont se phagocyter entre eux. Et ça fait partie du développement urbain, de ne pas mettre et de cadencer tout ça. Après, faut pas faire du BRS un joujou financier, en fait. C'est pas le but. Donc aujourd'hui, c'est une conviction très personnelle. Il y a un modèle qui est basé sur des OFS. Dans OFS, si je ne m'abuse, il y a Solidaire dedans. Je suis pas sûr qu'il faille dévoyer le chose. Oui, on peut se dire pourquoi est-ce qu'il y a un OFS, pourquoi la collectivité garde pas. Mais peut-être que la collectivité ou les aménageurs doivent mettre leurs fonds propres ailleurs et qui sont faits pour autre chose, et que les OFS, eux, sont faits pour ça, pour mettre des fonds propres dans du foncier pour garder le foncier. Et si je ne m'abuse, ils apportent aussi quand même quelques garanties que nous ne serions pas capables d'apporter. Donc juste attention à pas financiariser ça en se disant que tiens, potentiellement il y a une captation de valeur à faire, donc c'est intéressant d'aller sur ce sujet-là. Voilà, j'en dirai pas plus. Merci. Et vous, comme évolution, vous voyez... Non, le modèle est bien, gardons-le comme ça. Avant de faire évoluer un modèle, il faut l'évaluer d'abord. Et je ne suis pas sûr qu'on soit encore entré dans cette phase d'évaluation. On l'a dit, il y a
c'est très significatif, si on rappelait les chiffres, mais enfin, ça reste encore assez marginal pour le moment. Les cycles de revente n'ont pas encore commencé, donc y compris la réaction des acquéreurs aujourd'hui, quand ils rentreront dans les phases de revente, on ne le connaît pas, on ne sait pas quel comportement ça va générer. Donc je ne suis pas sûr qu'on ait encore vu s'il y en a les écueils du dispositif, donc ça me paraît un peu tôt pour pouvoir le transformer. Merci. Alors, il n'est pas encore évalué, mais il évolue. Et par exemple, l'augmentation des plafonds, qui a surpris, en bien ou en mal d'ailleurs, pas mal d'opérateurs. Est-ce que elle vous aide à résoudre la question des prix? Alors, ça a plutôt aidé à la commercialisation du BRS sur la ville. J'ai aussi envie de réagir par rapport à ce qu'on s'est dit. Je suis assez d'accord, c'est un peu tôt, il n'y a pas d'évaluation, et quel impact sera réellement sur l'anti-spéculation du foncier. Alors c'est maîtrisé sur l'opération de BRS, mais pas sur la parcelle d'à côté. Du coup, comment dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, un acquéreur qui veut vendre son logement en BRS alors que le reste de la ville aura continué à augmenter, comment il fait pour continuer à être acquéreur? Est-ce que du coup, ça veut dire qu'on s'invente un parcours résidentiel aussi dans le BRS? Ou alors, le gros avantage pour moi du BRS, c'est qu'on pose la question du foncier clairement aujourd'hui, et comment on empêche cette spéculation foncière sur les villes. Pour moi, le BRS a au moins permis de faire un focus et de mettre un éclairage en se disant il faut trouver un moyen aussi d'arrêter cette spéculation foncière, et pas seulement dans les opérations de BRS. Comment on fait pour que la plus-value captée par des propriétaires privés ne soit pas captée que par des propriétaires privés, alors que l'augmentation d'un bien, ce n'est pas seulement l'argent qu'ils ont investi dans leur maison. C'est tout ce que les collectivités ont fait, c'est les services qui sont apportés, c'est ça aussi qui fait prendre de la valeur à un bien, sauf que les collectivités finalement ne captent pas le gain de valeur de ces biens. Et pour moi, tant qu'on ne sera pas allé au bout, on aura du mal à avoir cet effet anti-spéculatif. Tant qu'on ne sera pas allé au bout d'eux. Moi, je ne vois pas comment aujourd'hui, alors j'ai pas beaucoup d'expérience, nous ils ne sont même pas encore habités, nos premières opérations de BRS, donc on est loin de la revente, mais comment ça va se passer dans 15 ans ou dans 20 ans, quand effectivement un acquéreur voudra revendre? Est-ce qu'il pourra racheter quelque chose qui ne sera pas forcément du BRS? Enfin voilà, comment tout ça est anticipé? Alors c'est peut-être un travail à faire avec nous, hein. Peut-être que c'est clair pour les opérateurs aujourd'hui, mais pas encore ni dans les collectivités, et je sais, alors je parle pour nous, on ne sait pas encore bien anticiper ça. Le principe, c'est que le prix qu'il paye son logement lui permette d'épargner une petite partie, enfin, en tout cas d'épargner plus que s'il était vraiment propriétaire, mais la question est de savoir est-ce qu'il épargnera assez pour suivre le marché, effectivement. Norbert, vous m'avez dit on ne change rien, surtout ne changez rien. On ne change rien, d'autant plus qu'à la réponse. Moi, j'adore cette question-là parce que je crois que c'est le vrai sujet, c'est comment on sort d'un BRS. Et la réponse, c'est la massification du produit. Et pour le massifier, il faut que plus de personnes y aient accès. Et pour que le plus de personnes y aient accès, il fallait que les plafonds soient revus à la hausse. Je sais que ce n'est pas partagé dans les opérateurs ni dans l'Union HLM, mais c'est une vraie conviction, c'est que pour généraliser ce dispositif, il fallait revoir les plafonds. Et pour reprendre un écueil que disait Mathias, parce que j'ai commencé par la TVA, j'aurais pu aussi commencer par l'hypothèque rechargeable. Le BRS, c'est vous vendez, vous décédez, vous donnez votre logement et le bail repart. C'est la deuxième innovation majeure de ce dispositif par rapport à tout ce qu'on connaît dans la dissociation. Et l'écueil que Mathias commençait à évoquer, c'est la garantie de la collectivité sur le prêt Gaïa. Et on voit qu'il y a des collectivités qui déclassent des terrains en constructibles pour faire du BRS, et quand on va les voir 2 ans après, parce que nous aussi, le temps est long, quand on va les voir 2-3 ans après pour dire maintenant il faut garantir le prêt Gaïa, ils nous disent non. Non, on n'a plus d'argent, on ne veut pas. Alors, il n'y a pas d'engagement financier quand on garantit un prêt Gaïa, mais il n'empêche que la fragilité économique des collectivités pourrait fragiliser
le dispositif BRS dans les années à venir. Et puis, si tu veux une idée d'amélioration, il faut un peu lancer des débats, et je suis sûr que celui-là va vous plaire. Si le logement intermédiaire devait rentrer dans la loi SRU, pourquoi le BRS ne rentrerait pas aussi dans la loi SRU si cette loi était modifiée demain? Bon. Oui. Je lis juste. Pas vraiment. Il y est quand les communes sont carencées, il n'y est pas du tout. Et donc c'était la modification Kasbarian qui comprenait que le logement intermédiaire et pas le BRS. Je voulais juste rebondir sur ce que Mathias disait et que je partage tout à fait, hein, sur la financiarisation du logement. On ne va pas recréer de la financiarisation alors qu'en fait on essaye de s'en échapper. L'idée c'était plutôt l'équilibre des modèles économiques, mais dans la perspective d'une massification. On voit des collectivités qui déclassent des fonciers, qui ont des soucis pour porter les garanties derrière. Et donc si on veut massifier ce type de démembrement contrôlé, il faut qu'il y ait un motif d'intérêt général derrière, et il faut, pour l'enchaînement de toutes les clauses spéculatives et puis l'encadrement de l'atteinte à la propriété que ça représente, et donc derrière utiliser intelligemment et économiquement intelligemment les fonciers publics. Il y a beaucoup de fonciers publics et en fait je trouve que là derrière, alors c'est peut-être pas, vous savez, quand on réfléchit on pense peut-être des fois des solutions A et puis on finit à B', parce que A c'était vraiment pas la bonne idée, mais ça a permis d'ouvrir une autre fenêtre. Et je crois qu'il y a quelque chose qui doit se nouer aujourd'hui sur la production de la ville, sur une meilleure utilisation des fonciers publics, projeter dans le temps, et peut-être aussi pour nous tous de passer, de voir si c'est intéressant de passer d'une économie de cession à une économie de rente qui serait certes beaucoup moins élevée, mais qui permettrait de développer peut-être de meilleurs projets. Merci beaucoup. Juste sur la question de sortir du BRS, peut-être qu'il faut imaginer un secteur dont on n'est pas obligé de sortir non plus, c'est-à-dire qu'on peut faire un parcours résidentiel de BRS en BRS. C'est pour ça qu'il faudrait aussi lui trouver un autre nom, mais ça suppose aussi une massification de la production. Merci beaucoup, nous arrivons à la fin de cette table ronde.